faut que tu aies un bon CV. Moi, je pense que le CV, c'est très important parce que ça communique qui tu es sans voir la personne. Et après, quand tu fais l'entretien, souvent l'entretien tourne autour du CV. Deux, faire l'examen que j'ai dit là, l'Assess First, parce que ça va te permettre de mieux te connaître, donc de mieux te préparer, je pense. Et après, quand tu viens dans un entretien, moi, ce que je recommande, c'est construire une conversation. C'est-à-dire il faut que tu viennes avec ta petite stratégie quand même, en disant de quoi on va parler. Moi, je dis que le candidat, il devrait avoir le pouvoir dans l'entretien, et pas celui qui fait l'entretien. Mais ça, c'est une technique, c'est assez complexe, mais c'est faisable. Parce qu'il faut que tu sois maître de ta vie, de toute façon. Donc il faut essayer d'être un peu maître de cet entretien, savoir qu'est-ce que tu vas dire, pourquoi tu vas le dire, sans que ça ait l'impression d'être trop préparé, parce qu'il faut être un peu spontané. Mais je dis aux gens, être préparé, avoir un bon CV, faire un test, se connaître bien. Et quand tu y vas, tu as un objectif. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Cédric, Bonjour. bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. C'est un plaisir de venir ici dans les locaux de Morgan Phillips. Tu vas me raconter ton histoire. Merci beaucoup. Je vais te laisser pour commencer cet épisode te présenter, me raconter tes origines, résumer rapidement ton parcours en 2 minutes et m'expliquer tes fonctions actuelles. Bon, déjà, merci de venir. Votre projet, c'est vraiment incroyable. Donc, je tiens à vous féliciter. Je t'avoue que depuis qu'on a été en Merci. contact, Ouais. j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai que ça fait rêver vos projets. De partir, d'aller découvrir des gens et puis surtout de partager vos expériences. Donc, juste, c'était mon petit mot de départ. Merci beaucoup. Voilà. Après, donc, moi, je suis français. Je suis né à Castres, donc dans le Tarn, dans le 81. Et bon, je suis d'une famille, on va dire, bourgeoise, libérale, médecin, je ne sais pas si on le dit, mais où j'ai une éducation très saine, ça s'est très très bien passé. Ouais. Voilà, j'ai étudié, j'ai eu mon bac éco à cette époque. Voilà, et depuis toujours, j'avais quand même cette envie de faire du commerce. En fait, moi j'avais un grand-père qui faisait du commerce, il vendait du bétail, et ça m'a toujours impressionné, tu vois, les marchés, la vente, tout ça. Et de l'autre côté, j'avais un père qui était médecin et je me disais: «Non, moi, la médecine, c'est pas trop mon truc», et donc j'ai fait une école de commerce. Voilà, j'ai fait une école après bac, ça s'est bien passé à Toulouse. Moi, j'étais vraiment très régional, je veux dire l'Occitanie aujourd'hui. J'avais pas cette envie de partir, j'avais eu même des écoles à Paris, mais ça ne m'intéressait pas trop. Ouais. Et après, j'ai fini mes études à Bordeaux, donc j'ai fait Cage, j'ai fait un master en commerce international, pour dorer un petit peu le blason et aussi parce que c'était intéressant d'avoir aussi 2 écoles, de voir un peu 2 types d'enseignement. Et ce qui a changé, en fait, c'est ces écoles de commerce qui m'ont obligé à faire des stages à l'international. Et donc, moi, je suis parti beaucoup en Espagne. Donc, un échange d'une année en Espagne, des stages en Espagne et au Mexique. Donc ça, c'était mon premier contact avec le Mexique. Ça a été en 2001. J'étais D'accord. stagiaire au poste d'expansion économique. Et en fait, de partir, ça me plaisait. Et donc, je me suis dit, le monde, il est grand. Qu'est-ce Il qui n'y a te pas y a pas que plaisait l'Occitanie. Connaître des gens, d'autres cultures, savoir que les gens pensent peut-être et vivent de façon différente et prendre les bonnes choses des autres. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, j'ai fini mes études. Et puis, les jobs qu'on me proposait en France ne m'intéressaient pas. Je trouvais qu'ils étaient mal payés. C'était pas trop ce que je recherchais. Peut-être qu'après, c'était lié à ce que j'avais étudié. Et dans une boîte dans laquelle j'avais fait un stage en Espagne, ils m'ont appelé et ils m'ont offert un peu ce dream job que moi je recherchais. C'était travailler dans le service et dans la vente. Donc j'étais dans l'immobilier, donc c'était exactement ce que je recherchais. Donc j'ai bossé 2 ans là-bas. Et en fait, on était jeunes, on s'amusait. Et puis un soir, j'ai rencontré un Canadien, un Québécois qui travaille dans le développement informatique, qui faisait le début, on va dire, de l'intelligence artificielle. Et qui, lui, voulait entreprendre et partir. Et moi, je lui ai dit: «Mais moi aussi, je veux partir, je veux entreprendre». Et le patron dans la boîte dans laquelle je bossais m'avait dit: «C'est vrai qu'il faudra qu'un jour tu partes pendant 1 an, que tu crames une année, ça fait toujours plaisir et que tu rentres dans ta vie adulte». Parce que moi, j'ai pas fait mon service militaire. Et avant le service militaire, c'était un peu cette étape. Et donc, du coup, j'ai atterri au Mexique parce que les Canadiens, ils aiment bien le Mexique. Et donc, ça a été pour moi
Voilà le début de 20 années, parce que moi j'ai fait 20 ans au Mexique en janvier 2025, donc maintenant. Donc le Mexique m'a tout donné. Donc j'ai jamais bossé en France, donc ça c'est assez particulier. Bon, j'ai fait les maïs, les vendanges, les abattoirs, comme tout le monde, mais j'ai jamais travaillé dans une boîte corpo en France. Donc ça c'est assez particulier dans mon parcours. J'ai plutôt travaillé en Espagne et au Mexique. Donc tu rentres chez Keptos qui fait du Ouais, conseil en exactement, informatique. exactement. Et après, on va arriver sur le secteur Ouais. d'activité qui Alors est... avant, Ouais, je te coupe parce que je l'ai pas mis. En fait, donc avec ce Canadien, on a monté une start-up qui s'appelait OK Roommate, qui était une plateforme d'annonce de colocation. d'accord. Voilà. Parce que à l'époque, quand j'étais venu au Mexique, j'avais eu du mal à trouver un logement. Et souvent, en fait, les idées de business, elles viennent parce que tu les vis. T'as un Donc moi, besoin. j'avais vécu ça, et donc on a travaillé quasiment un an ensemble sur ce projet. Donc ça, c'était un peu l'excuse pour venir au Mexique. Mais en même temps, bon, à monter une boîte, tu manges pas très bien tous les jours. Et j'ai eu la chance, et c'est pour ça que moi, je remercie beaucoup la Chambre de commerce et d'industrie franco-mexicaine, parce que j'ai laissé mon CV, et en très peu de temps, ils m'ont trouvé un travail dans une boîte, on va dire, franco-mexicaine, parce que Captos, c'est une boîte mexicaine, mais le patron, c'était un franco-mexicain. Et ça m'a aidé, ça m'a bien mis le pied à l'étrier pour comprendre la culture, on va dire, mexicaine. Donc, j'étais qui à Kant, c'était génial. J'ai passé 2 années vraiment très bonnes, et puis on a cramé la boîte, donc heureusement que j'ai eu un job. Donc ça, c'est les expériences des entrepreneurs. Ça Qu'est-ce marche pas tout le temps. qui faisait que ça n'a pas fonctionné? Le marché n'était pas assez Alors, mature? la boîte marchait, mais la relation d'associé ne marchait pas. Ok, Voilà. Donc ça a été une expérience où parfois on a la même idée. On se dit, OK, on veut monter une plateforme mondiale, on va donner ce service, donc de trouver, on va dire, des appartes ou de la colocation, etc. Mhm. Mais on n'avait pas la même finalité. Voilà. Toi, quelle était la divergence entre vos visions? Moi, mon business model, c'était de faire un produit gratuit. Parce que quand c'est gratuit, tout le monde l'utilise. Et surtout, c'était pour des étudiants, parce que qui est en colocation des étudiants, donc ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ouais. Donc payer un service, bon, ça limite. Et donc moi, je voulais justement faire une croissance organique, justement du bouche à oreille. C'est la plateforme gratos de colocation quand mes concurrents me faisaient payer. Et en fin de compte, mon associé était obstiné par justement le paiement, gagner de l'argent, etc. Et moi, mon projet, c'était d'abord de créer une belle plateforme et après la revendre. Ok. Mais peut-être pas gagner de l'argent. Après, il fallait avoir de l'argent parce que c'est le nerf de la guerre, évidemment. Mais on gagnait de l'argent indirectement. Et donc, on ne s'est pas entendu. Et quand tu t'entends pas, c'est difficile de te projeter dans l'avenir. Et donc, ça a été vraiment une rupture forte. Ouais, je Donc, du comprends. coup, voilà, on a vendu. Si c'était à refaire, tu changerais quoi dans cette aventure dès le début? Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil pour justement partir du bon pied et partir sur de bonnes bases entre associés? C'est la communication. Je pense qu'on n'arrivait pas à communiquer. Quand on est jeune, on est passionné. Donc, chacun on avait nos points de vue. Ouais. Donc, du coup, on n'a pas voulu céder. Mais il faut que toujours quelqu'un cède à la fin. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, la séparation, c'était la chose la plus naturelle. Voilà. Mais ça a été une expérience exceptionnelle, on va Ok. dire, qui m'a permis de remonter une boîte aujourd'hui. Ouais, parce que après, donc, tu aujourd'hui. bascules chez Keptos en conseiller en informatique Exactement. et tu vas ensuite basculer sur le monde du recrutement Exactement. chez Michael Page en 2008. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette bascule, ce qui se fait dans ta carrière? Pourquoi tu bascules du conseil en informatique au recrutement? Bah, en fait, je reste dans le service. Ok, Moi, depuis le début, je voulais travailler dans le service. C'est pour ça que je travaille j'ai fait stage dans les banques. Après, je travaillais dans l'immobilier. Après, dans l'informatique. Et le recrutement, ça restait du service. La différence, c'est que quand on appelle Michael Page, c'est pour qu'il te trouve un boulot, mais pas chez Michael Page. Donc ça, c'est un peu la petite histoire parce que j'avais quasiment 3 ans au Mexique et je voulais rentrer en France. Et je me suis dit, bon, pour rentrer en France, il faut appeler un chasseur de tête. Donc j'ai eu l'opportunité de connaître le patron de l'époque, Christophe Rosset, que je remercie parce que ça a été une de ces personnes que tu rencontres dans ta vie, que tu changes ta vie. Et lui, il m'a proposé justement de rentrer dans l'aventure de Michael Page. Donc, on était 10-15 personnes. La boîte, je crois qu'elle avait déjà 1 an. Et il cherchait ces esprits un peu aventuriers, entrepreneurs, intrapreneurs. Et donc, il m'a invité. J'avoue que c'est grâce aussi à une autre personne que je connaissais, qui était dans mon village, qui avait bossé chez Michael Page, qui s'appelle Damien Canac. Alors, moi, je suis d'un village de 3000 habitants. Et je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, Damien, je sais que toi, tu as bossé chez Michael Page. J'ai un entretien, est-ce que tu peux m'aider à me préparer? Il me dit, mais ne te prépare pas, de toute façon, il va te filer un job chez Michael Page parce que tu as le profil pour faire ça.
et ça va te plaire et je te vois là-dedans. Donc quand j'ai eu l'entretien, il s'est passé exactement ça. Donc ils m'ont offert un job et je suis rentré chez Michael Page et j'ai bossé 8 ans et demi. Et j'ai eu donc cette révélation du monde humain, en fait on peut dire ça comme ça. C'est un monde qui connecte les gens et qui aide les gens à améliorer leur vie professionnelle. Ok, c'est la connexion et Exactement. l'apport de valeur, et aider les gens justement à changer leur vie, à améliorer, à faire évoluer leur carrière, les accompagner. C'est finalement l'accompagnement qui te plaît dans ce monde de recruteurs. C'est ce côté humain en fait. Parce on est dans un monde de plus en plus de technologie, etc. Où demain on va parler avec un chatbox ou je sais pas quoi. Et ce côté humain, ça m'a toujours plu. Mm. Et puis je me suis toujours senti à l'aise justement avec les humains. Et que c'est un métier qui n'est pas connu, qu'on n'étudie pas. Et donc c'est vrai qu'on rentre un peu par hasard dans cette industrie. C'est pas une industrie, les gens ils viennent pas te taper à la porte en disant je veux travailler dans le recrutement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qui se passe pour les trois quarts des gens qui rentrent dans cette industrie. Mais la beauté de cette industrie, c'est justement ces connexions humaines, cette capacité d'avoir un impact positif dans la vie des gens, cette partie, on va dire, écoute, parce qu'en fin de compte, les gens, ils sont pas experts en plan de carrière. Souvent, quand ils changent de boulot, c'est pas pour les bonnes raisons. Et nous, on est là justement pour les accompagner, pour les aider, pour les écouter. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Et en faisant un lien justement avec d'où je viens, d'avoir un père médecin, moi j'ai fait une relation très forte. C'est-à-dire que les médecins, ils aident les malades, donc les malades de la santé. Et Mm. nous, on aide aussi certains malades, donc des gens qui n'ont pas de travail ou des gens qui ne sont pas contents dans la boîte dans laquelle ils sont. Donc nous, on est ces gens-là qui aident et qui peuvent justement transformer une vie professionnelle. Tu restes 8 ans chez Michael Page et Ouais. en 2016, tu bascules chez Morgan Phillips. Oui. Est-ce que tu peux me raconter cette nouvelle aventure? Tu restes dans Oui. le même secteur d'activité? Alors moi, j'étais très content voilà, chez Michael Page, ça se passait très bien, même on avait changé le nom, ça s'appelait Page Group, j'étais directeur. Moi, j'étais dans la partie ascendante de ma carrière, mais j'avais ce côté entrepreneur qui me chatouillait, parce que je suis venu au Mexique pour entreprendre, et je sentais que j'avais besoin de recréer un projet de zéro. Et donc, du coup, je me disais, bon, c'est génial d'avoir une carrière dans une grande entreprise, dans une entreprise qui est leader aussi dans son secteur. Mais je pense qu'il y a plein de niches, de business qu'on peut faire dans ce domaine-là. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les grandes entreprises, en fait, elles sont peu flexibles et elles ont du mal à s'adapter aux changements. Et les changements que moi, j'ai vus, c'était la technologie. Donc, justement, cette technologie qui permet, donc ça peut être, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle, mais c'était comment on peut mieux connaître les gens à travers justement tous ces examens, on va dire ça comme ça, non? Mieux connaître la personne et aussi la relation de l'humain à l'intérieur de ton business. D'accord? Donc évidemment, toutes les sociétés, il faut qu'elles génèrent de l'argent, évidemment, mais le comment tu fais ton business, je pense qu'on pouvait justement apporter une relation beaucoup plus humaine dans notre métier. Et donc j'ai cherché des boîtes et puis j'ai trouvé Morgan Phillips, donc j'ai appelé Charles-Henri Dumont qui est le CEO de la boîte et je lui ai dit, écoute, j'ai vu que tu as monté il y a 2 ans une boîte, ça m'intéresse, vous êtes tech, vous êtes humain, on est aligné, est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc je suis allé en Suisse le voir, j'ai fait mon speech. Et moi, ce que j'attendais beaucoup, c'était vraiment être patron de la boîte et investir dans la boîte. Donc ça, c'est un peu l'esprit de l'entrepreneur, cette notion de création, cette notion d'investissement économique. Et après aussi, je pense que l'entrepreneur, il veut que son personal branding fasse partie justement de la construction. Et donc, on a trouvé un accord et du coup, j'ai monté la filiale de Morgan Phillips il y a 8 ans et demi, donc le 13 octobre 2016, si je ne me trompe pas. Donc une nouvelle aventure plus entrepreneuriale s'est ouverte à moi dans le même domaine du recrutement. Donc là, aujourd'hui, tu es managing directeur de l'USA et du Ouais. Mexique. Et tu es venu t'intégrer dans un écosystème parce que Morgan Phillips, aujourd'hui, vous êtes présent sur 4 continents, Ouais. 25 pays. Ouais. Quelle est la stratégie de Morgan Phillips d'expansion et comment est-ce que vous faites pour vous étendre et vous adapter au marché et aux cultures finalement des différents pays dans lesquels vous venez à recruter des talents? Je pense qu'il y avait des grosses boîtes qui ne changeaient pas, qui avaient le même business model. Sauf que le monde a changé. Et donc, si tu adaptes pas ta boîte, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu perds des parts de marché. Et donc, les boîtes, il faut qu'elles se réinventent. Sauf que quand tu es une boîte que tu cotises en bourse, ce que tu fais, tu bosses pour les actionnaires. Donc, du coup, ta marge de manœuvre, elle est vraiment limitée.
Alors que quand tu es une boîte privée et que tu commences, ben, tu peux t'adapter beaucoup plus facilement au changement. Et l'exemple, ça a été le Covid. Le monde du recrutement, il y a le avant et le après le Covid. Même le monde a changé avant et après le Covid. Sauf que si les boîtes ne changent pas, elles ne s'adaptent pas justement au changement. Et ce que voulait faire justement Morgan Phillips, c'est de dire, il y a deux choses qui sont importantes. La technologie. Aujourd'hui, la technologie, elle va nous permettre d'être beaucoup plus productifs, de passer beaucoup plus de temps dans des tâches plus humaines. D'accord? Et après, il y a la partie humaine, c'est où est-ce que tu places l'humain dans ton business. Donc, est-ce que l'humain, c'est ton commodity ou est-ce que vraiment c'est au centre de tes préoccupations? Donc, nous, on a trouvé ça. Et je pense que ça, c'est important. Et après, le marché demandait aussi de nouvelles entreprises. Et en 10 ans, moi je l'ai vu au Mexique, bon, dans l'executive search, il y a les Big Five, où il y a les 5 plus grosses boîtes qui sont encore avec un marché très oligopolistique. Et donc, New Kids on the Block arrive sur le marché, c'est pas facile. Il faut vraiment que tu aies un vrai business model et une vraie, on va dire, conviction pour y arriver. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, on est en train de faire. Après, on est humble, on n'a que 9 ans, mais on fait de la croissance chaque année depuis qu'on a créé la boîte. Donc, ça veut bien dire que les entreprises et les candidats voient en Morgan Phillips une valeur que les autres n'apportent pas. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu justement le business model de Morgan Phillips qui est différent des cabinets de chasseurs de tête classiques qui, normalement, quand tu places un candidat Ouais. chez un client, le chasseur de tête va prendre un pourcentage de la rémunération du candidat placé. Comment est-ce que vous fonctionnez, vous? Et moi, je dis que le business model, c'est pas ça. C'est la notion de du consulting. C'est-à-dire qu'on est une industrie qui est devenue un commodity, où les boîtes, mes concurrents, là, pour la plupart, je dis pas tous, mais ils vendent du candidat. Ils vendent de la data. Pourquoi? Parce que les clients, la relation de valeur entre le client et le chasseur de tête a changé. Le client, il veut quelque chose de pas cher et de rapide et sans compromis. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adaptes à ton client et tu lui offres des CV. Et donc, du coup, tu fais du commodity. Qui perd là-dedans? Le candidat. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les boîtes, non, elles veulent du conseil. Sauf qu'il faut leur dire qu'il faut, il faut faire du conseil. Donc, nous, on s'est positionné comme une vraie boîte de conseil où on écoute nos clients, on écoute nos candidats. Donc, on répond à leurs besoins. Ok. Donc, évidemment, il y a un impact. Et l'impact, c'est la valeur. Donc, si ton service il a peu de valeur, eh ben, il coûte pas cher. Et s'il a beaucoup de valeur, ben, oui, c'est un vrai investissement. Et nous, on s'est positionné plutôt dans le marché de la valeur. Tu parles de la notion de technologie aussi chez Oui. Morgan Phillips. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous faites intervenir la technologie dans vos process au quotidien? Un exemple très simple, on a une base de données mondiale. Moi, quand je suis rentré, j'avais des bases de données locales. Donc, quand tu as des bases de données locales, tu communiques pas avec les candidats. Pourquoi? Parce que si ton candidat est au Mexique et demain il va vivre aux États-Unis, ben, tu as perdu ton candidat. Donc, pour maintenir la relation avec ton candidat, c'est pas possible techniquement. Et deux, ça coûte très cher. Parce que du coup, le pays voisin, il doit remettre le candidat dans la base de données et il n'a pas l'information de l'autre pays. Donc, que d'avoir une base de données mondiale, ça te permet en fait de donner du suivi à tes talents. Et dans l'executive search en particulier, et maintenant dans le monde entier, le talent, il est mobile. Ça y est, le talent, en 10 ans, il travaille dans 3 pays. Et donc, si le chasseur de tête, il doit l'écrire 3 fois dans la base de données, ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Donc, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est ça. Déjà, ça, c'est une technologie. Maintenant, tout le monde l'a, ça y est. Tout le monde a compris qu'il fallait le faire. Mais déjà, on était pionniers là-dedans. Et après, ce qui a changé dans notre industrie, c'est comment on recrute. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on offrait, les chasseurs de tête, c'était la compétence technique. On donnait le meilleur comptable, le meilleur vendeur, le meilleur ingénieur. Aujourd'hui, c'est pas assez. Ce qu'on veut, c'est comprendre les compétences, les soft skills qui s'adaptent à la culture de la personne et à la culture de la boîte. Donc, on doit mieux connaître les gens. Et pour mieux connaître les gens, la technologie, il n'y a rien de mieux. Donc, nous, on fait passer des examens et cet examen nous permet de connaître mieux les candidats. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les motive, dans quel type d'ambiance ils travaillent le mieux, quel type de tâches ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est un bon ou un mauvais candidat, je suis juste en train de dire qu'il est différent des autres. Donc quand je connais mieux le candidat et que je sais qu'il a un profil plus start-up que gros groupe, ben, je vais l'inviter dans des process qui s'adaptent à sa forme de travail et à ses motivations. Et donc nous, grâce à ça, quand tu vas voir un client ou que tu vas voir un candidat, le candidat déjà il se connaît mieux, donc il est mieux préparé quand il va à un entretien, et ça c'est très très important, parce qu'il se connaît.
Si moi je lui dis, bon, c'est quoi ton style de management? Bon, il va un peu me bullshiter, quoi. Ouais, je suis un manager, je sais pas moi, directif ou coopératif ou collaborateur. Et après, il fait l'examen et tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Donc nous, l'examen, c'est une manière qu'ils se connaissent mieux, donc la connaissance de soi, que nous, on le connaisse mieux, et après que les entreprises aient l'information pour prendre une meilleure décision. Et ces tests, c'est quoi? C'est des tests en interne? C'est des tests qui sont basés sur, des tests de personnalité, pardon, type MBTI, PCM, Oui, c'est un tu peux mix de voir? tout, je pourrais vous dire ça, ouais. OK et On c'est évalue évidemment des compétences, mais ouais. ce qu'on évalue surtout, c'est le comportement du candidat. Et ça, je pense, ça a été un peu une révolution, je pense, dans notre industrie, parce que quand je présente le candidat, c'est-à-dire son CV, son parcours professionnel, en plus, je présente justement tous ses soft skills, toutes ses motivations. Alors, je peux donner un exemple, si vous voulez, qui est aussi très concret. C'est-à-dire que nous, par exemple, avec l'Assess First, on peut savoir quel type de profil s'adapte à un type de poste. Je vais vous donner un exemple, la vente. Il y a celui qui fait du business development, c'est-à-dire qu'il cherche de nouveaux, on va dire, de nouveaux clients, et tu as celui qui est le key account, c'est-à-dire qui développe, on va dire, l'upsales et qui fait attention aux clients. Bon, c'est deux profils différents de vente. Si moi je fais un entretien avec un vendeur, bon, le vendeur, il va dire qu'il est bon dans les deux. Mais là, c'est ce qui me dit, c'est quelle est sa tendance. Donc, il va me dire, ah ben cette personne, elle a 80% plutôt key account, et l'autre, elle est plutôt 80% business development. Donc, on a eu une problématique un jour avec un de nos clients. Et en fait, ils avaient deux candidats, et les deux patrons, donc le patron local et le patron international, avaient un point de vue différent sur OK. leurs finalistes. Donc, il y en a un, il voulait, on va dire, Fulanito, et l'autre, il voulait Fulanita. Donc, il va voir le chasseur de tête, il lui dit, oui, qui t'embaucherait? Moi, c'est pas... Mon travail, c'est pas de dire qui je vais aller embaucher. J'ai donné deux très bons candidats. Mais l'examen nous a permis de prendre une meilleure décision. Et donc, le poste, c'est pour faire du business development. Donc, on a pris celui qui avait une meilleure note en business development. Aujourd'hui, la personne continue dans la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de démontrer? C'est que la connaissance technique, c'est une chose, mais toute la partie compétences, soft skills, motivation, style, te permet de perdurer dans l'entreprise et d'avoir de la réussite dans ton travail, dans le job que tu as. Peut-être que cette personne, tu la mets qui account, peut-être ça ne marche pas. Mmh. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va chercher un nouveau travail, elle ne va pas arriver à ses objectifs. Donc, c'est ça la technologie. La technologie, ça te donne l'information pour prendre des meilleures décisions. Comment est-ce que tu vois, l'intelligence artificielle? On parle de technologie. Comment Ouais. est-ce que tu vois l'intelligence artificielle venir impacter et révolutionner le métier de recruteur? Parce qu'on a ces 2 piliers qui sont la technologie et l'humain. Ouais. Quelle est ta vision, de, l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier de recruteur pour les prochaines années? Moi, je le vois très positif. Alors, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Ça t'oblige à t'adapter, à changer, à penser différemment, à te dire, bon, comment on va vivre avec l'intelligence artificielle? Parce que la question ne se pose plus. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, ça va t'aider justement à faire mieux les tâches répétitives où l'humain n'a aucune valeur. Donc, je pense que ça, c'est très, très important. Par Et exemple, la recherche de CV, ouais, le screening, l'analyse de ta base de données de CV à travers les mots-clés, etc. Là, tu n'as plus besoin de l'humain. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, qui est, je pense, un thème très important, c'est le biais. C'est-à-dire que toi, quand tu vois un CV et que tu as un humain, il y a une partie émotionnelle. Donc, tu vois, je sais pas moi, qu'il ait fait Polytechnique, ah, tout de suite, tu lui donnes peut-être plus de valeur qu'à un autre. Ou si, je sais pas moi, il parle 4 langues. Et donc, du coup, toi, tu vas en fait juger le CV, alors que la machine, automatiquement, elle, ce qu'elle va faire froidement, elle va évaluer par rapport aux critères de la recherche. Et donc ça, je pense que c'est important, surtout aujourd'hui, où parfois, si tu n'as pas fait la bonne école, tu n'as pas travaillé dans la bonne boîte, ou tu n'as pas eu le bon job, tout de suite, tu es éliminé en fait du process, alors que tu corresponds à tous les critères. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont parfois l'impression que nous, on ne fait pas de la sélection, mais on fait de la discrimination. Mmh. Et donc l'intelligence artificielle, elle va t'aider à mieux sélectionner. Et donc du coup, à pas avoir ce biaisé, je sais pas comment on peut dire ça, dans ta recherche. Donc ça, je pense que ça, c'est très très bien. Après, ce qui est important aussi, c'est quand tu fais du recrutement, c'est la relation ou la communication que tu as avec le candidat. Donc l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que tu peux avoir une communication continue, donc avoir une meilleure expérience dans le recrutement. Et aujourd'hui, l'expérience du recrutement est très importante pour que les entreprises puissent justement attirer les talents. Donc l'intelligence artificielle, elle va t'aider à ça, à mieux communiquer. Donc on a les chatbox,
va dire ça comme ça. Mmh. Aujourd'hui, on est en train de voir si on va faire des entretiens en intelligence artificielle. Par exemple, chez Morgan Phillips, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est toutes les annonces qu'on publie dans les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un thème très important et on en parlera sur la réussite, je pense, de Morgan Phillips, c'est que nous, on a abusé, on va dire ça comme ça, des réseaux sociaux. Parce que normalement, le chasseur de tête, c'est une personne très discrète, qui ne publie pas les annonces. Donc, il te cherche, il te chasse. Nous, c'est le contraire. Nous, on a voulu démocratiser ça en disant, on va publier les annonces pour savoir quels sont les candidats qui sont motivés. Même si aujourd'hui, les candidats, c'est comme un iceberg, quoi. Il faut aller les chercher. C'est-à-dire que ceux qui sont visibles, parfois, c'est pas ceux dont on a besoin. Mais c'est une manière de construire une image de marque. Et nous, on a construit cette image de marque comme Morgan Phillips publie les annonces. Donc, du coup, tu vois l'annonce, donc tu contactes le consultant te répond. Donc, on a une relation plus humaine versus un chasseur de tête qui ne te répond pas et qui ne publie pas ses annonces. D'accord? Donc, nous, aujourd'hui, on publie les annonces avec de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que tu réponds aux cabinets de recrutement qui disent: «Moi, je poste pas mes annonces parce que, je veux pas que mes concurrents, par exemple, puissent observer mes besoins, mes potentiels clients» et cetera? Parce qu'il y a 5-10 ans, c'était vivons cachés, vivons heureux. Ouais. C'était ça la avant le covid et avant, Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, avant qu'arrivent les bases de données mondiales, avant qu'arrive justement cet accès à l'information, qui avait le pouvoir? Le chasseur de tête. Donc, si toi, tu étais une entreprise, tu voulais chercher un directeur financier, bon, déjà, si tu remplaçais ton directeur financier, tu pouvais pas trop en parler. Donc, 2, ta capacité aussi de recherche, est-ce que tes recruteurs sont formés pour, justement recruter ce type de profil, ponctuel? Donc, le chasseur de tête, c'était incontournable, que tu le veuilles ou non. Dès que tu avais une position stratégique, complexe, confidentielle, le chasseur de tête était ta réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, on a eu les bases de données comme, bon, Monster, aujourd'hui, si c'est OCC, Boomerang. Donc toi, comme entreprise, tu peux payer une boîte pour te donner de la data, donc du CV. Donc pour certains postes, tu n'as plus besoin de passer par le chasseur de tête. Donc la relation de force ou de pouvoir entre une entreprise et le chasseur de tête a commencé à changer. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Est arrivé LinkedIn. Donc qu'a fait LinkedIn? A donné la visibilité au talent. Et donc du coup, aujourd'hui, qui a le pouvoir? C'est le talent. Donc c'est plus l'entreprise, c'est plus le chasseur de tête, c'est le talent. Donc tu peux plus vivre caché. Tu peux plus être un chasseur de tête qui vit caché. Ça ne sert à rien. Au contraire, il faut que tu sois visible. Parce que le talent, il va chercher un partenaire. Et le partenaire, il va le chercher à travers une mode recrutement. Et nous, Morgan Phillips, c'est ce qu'on fait. On est un partenaire pendant le plan de carrière du candidat. Et on l'accompagne. Donc s'il ne me connaissait pas, je ne sais pas comment le candidat il va me contacter. Et c'est la même chose avec les entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, elles vont sur Google, elles marquent chasseur de tête Mexique. Et si tu sors pas, tu n'auras jamais de business. Donc moi, je pense que le contraire, c'est il faut qu'on utilise les réseaux sociaux, il faut qu'on soit visible, comme aujourd'hui, et le candidat visible. Et même les boîtes, aujourd'hui, elles ont besoin d'être visibles. Donc l'intelligence artificielle, la technologie, les réseaux sociaux, ça nous aide. Tu parles beaucoup du côté humain. Comment est-ce que tu fais pour capter et fidéliser ces talents? Faire en sorte que quelqu'un que tu vas rencontrer à un moment donné, tu vas pouvoir l'accompagner à un moment de sa carrière, mais une fois qu'il est, positionné dans une Mhm. entreprise, garder un contact, une relation avec cette personne et l'accompagner pendant plusieurs années. Comment est-ce que tu crées, cette relation et comment est-ce que tu fidélises dans le temps? Déjà, il faut que tu vois justement ce job en fait comme une vocation. C'est un peu comme la relation que tu as avec les gens. Si tu es honnête et que tu es une personne humaine, les gens ils vont le sentir. Donc ils vont pas voir en fait que le chasseur de tête, juste que ce qui l'intéresse, c'est de le placer pour faire du pognon. C'est dont on parlait tout à l'heure. Mais s'il sent que la personne cherche justement le bonheur, on va dire ça comme ça, ou le côté positif du candidat, le candidat il va se dire ah ben c'est cool, c'est un chasseur de tête qui est beaucoup plus disponible, beaucoup plus honnête. Donc moi je pense que c'est ça. Il faut être honnête avec les candidats, leur dire si ou non ils sont dans le process, pourquoi, être près d'eux, avoir une communication continue et pas avoir cette relation un peu transactionnelle de là je l'appelle parce qu'il m'intéresse et demain quand il m'intéresse plus, je l'appelle plus. Après la problématique, c'est que nous on voit des milliers de gens. Donc c'est difficile de maintenir, c'est comme si tu avais des milliers de copains, c'est pas possible. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, l'année dernière, vous avez rencontré 12 000 personnes Ouais. ici au bureau Mexique? C'est énorme. Oui, contacter quoi, entre le Ouais, téléphone, les entretiens, tout à fait. etc. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'ils aient une super expérience avec nous et qu'ils aient l'impression qu'on les respecte, qu'on les écoute et qu'on est là quand ils auront besoin de nous. Donc si on arrive à faire ça, on arrivera à construire une relation avec eux sur le long terme. Donc c'est ça l'humain.
Hmm. C'est être à la disposition des autres. C'est pour ça qu'on est une boîte de service. Et aujourd'hui, le client, c'est pas celui qui paye. Le client, aujourd'hui, c'est le candidat, moi je dis. Pourquoi? Parce que la relation de pouvoir a changé. Elle est passée du chasseur de tête à l'entreprise, de l'entreprise au candidat. Donc aujourd'hui, il faut prendre soin des candidats. Il faut prendre soin évidemment des entreprises, mais les candidats aujourd'hui ont une place majeure dans notre métier, beaucoup plus qu'avant. Hmm. Quelle est la plus grosse erreur pour toi que font les entreprises lorsqu'elles recrutent des talents? Il y a plein d'erreurs basiques. Moi déjà, je pense le process en lui-même, dès le début, il faut avoir une bonne idée, avoir une idée claire de qu'est-ce qu'on recherche. Souvent les boîtes, elles ont pas une idée très claire de ce qu'elles recherchent. Donc du coup, ça peut permettre à embaucher quelqu'un dont tu as pas besoin. La deuxième partie, c'est l'expérience pendant la recherche. Je pense que ça, c'est très, très important. En fait, le candidat, il est très sensible à comment se passent les entretiens, euh, quand on leur donne un feedback, la dynamique, non, de la communication. Ça, c'est très, très important. En fait, le candidat, il est très sensible à ça. Après, je pense aussi, c'est toute la partie, le type d'erreur, c'est justement voir que la partie compétences techniques. Voilà, j'embauche le meilleur comptable. Maintenant, c'est fini ça. Il faut vraiment être sûr que cette personne fait un match avec la culture, avec le poste. Donc ça, je pense que c'est une erreur. Après, aussi une vision parfois très court terme, c'est-à-dire j'embauche quelqu'un juste pour le poste, mais j'explique pas le plan de carrière peut avoir cette personne dans l'entreprise, quels sont les débouchés, comment il peut justement construire une carrière dans l'entreprise et d'avoir une vision à très court terme. Parfois, c'est pas très positif, je pense, dans le recrutement. Et après, je dis pas qu'il y a juste la partie du recrutement aujourd'hui. Maintenant, on parle beaucoup de l'onboarding. Tu as l'expérience quand tu es un candidat dans le process, mais après, tu as l'expérience quand tu es collaborateur. Donc, comment tu organises son premier mois dans l'entreprise, comment tu le reçois, est-ce que tu lui donnes les outils, est-ce que tout ce dont tu as parlé, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais pour que la personne s'intègre bien et puisse justement avoir la réussite dans la boîte. Et je sais que l'onboarding, c'est des choses que les entreprises ne valorisent. On valorise de plus en plus, on va dire ça comme ça, mais ils sont pas encore. Si tu es une grande boîte, tu as des process, Mhm. etc. Mais les PME, par exemple, ils ont beaucoup de mal dans l'onboarding. Et moi, je pense que ça fait partie du process de recrutement. Et pour toi, un bon onboarding, qu'est-ce que c'est? Quels sont les piliers qui font un bon onboarding dans une PME, par exemple? L'organisation, l'agenda. Je pense qu'il faut que tu aies un bon agenda où tu sais quand est-ce que la personne elle va arriver, à quelle heure qui va la recevoir, qui va lui présenter la boîte, faire toute une journée où la personne elle se sent accueillie. En Hmm. fait, c'est ça. Et qu'elle ait tous les outils pour travailler. Voilà. Je pense que ça, c'est important. Des choses essentielles, mais qui permettent de lancer la personne et Exactement. la connexion humaine. Et on y revient technologique aussi avec avoir son PC dispo, Bah oui. prêt, avec son prénom. Avoir ta carte, je sais Mm. pas moi, c'est revenir travailler, moi ça m'est arrivé, des gens qui arrivent et puis ils arrivent en voiture et ils peuvent pas se garer. Parce que en fin de compte, ils ont oublié de dire: «Ah mais oui, mais en fait il vient en bagnole donc on va lui donner accès au parking». Tu fais quoi? Ta voiture, tu la laisses pas dans la rue. Donc juste, c'est un petit détail, mais c'est un détail, quand il va rentrer chez lui, il va dire: «Alors comment s'est passée ta première journée au boulot?» «Ah beh, je suis arrivé, j'ai pas pu garer la bagnole, du coup je l'ai mis, en face, dans un parking, ça m'a coûté, 20 €. Après je suis arrivé, il savait pas, que j'arrivais. Voilà, mon boss, il était pas là. Il avait une réunion client, donc du coup j'ai attendu pendant 2 heures dans la salle d'attente». Il y a plein de petits détails qui font que, tu donnes une mauvaise image, de ta boîte. Est-ce que tu peux me partager un des challenges situationnels les plus marquants de ta carrière? Un espèce de moment où ça a été un wow effect, où tu t'es dit: «Ah, j'ai vécu telle situation et du coup, je comprends mieux, Mmh. hem, je comprends mieux cette situation et ça m'apprend telle connaissance pour ensuite ne plus refaire une erreur», par exemple? Oui, j'ai une anecdote en y pensant. Un jour, j'étais dans un centre commercial et j'étais avec mon épouse d'aujourd'hui et en fait, j'ai une personne qui vient me voir, avec sa famille, il dit: «Ah Cédric, comment ça va?» et qui me présente justement à son épouse, à ses enfants en disant: «Mais regardez Cédric, il m'a changé la vie. Grâce à toi, aujourd'hui, je suis directeur financier d'une boîte». Alors moi, j'ai commencé dans la finance et je l'avais passé comme comptable et en fait, ça m'a donné une autre dimension dans mon travail. C'est-à-dire que souvent, moi, j'étais plutôt, bon, j'ai fait mon placement, le candidat, il rentre dans la boîte, je lui donne du suivi, évidemment,
le premier jour, le premier mois, le premier trimestre, la première année, etc. Et puis après, avec le temps, évidemment, tu perds le suivi. Et, mais en fait, toutes tes actions, elles te perdent pas. Et donc, du coup, cette personne a fait donc, son chemin. Donc, c'était un talent qui est rentré dans une boîte. Et puis, 10 ans après, il est devenu CFO, quoi, directeur financier d'une boîte. Donc, moi, j'étais ultra fier de moi, évidemment. Et après, le gars, il avait les yeux qui brillent en disant, mais Cédric, en fait, tu m'as sorti d'une boîte où je n'allais pas grandir. Tu m'as mis dans une boîte, j'ai grandi. Et aujourd'hui, je suis directeur financier. Et puis, grâce à ça aussi, il m'a appelé. Après, il m'a donné du business. J'étais content. Voilà. Donc ça a été aussi une chose très importante dans la manière de voir ton métier. Oui. Alors, et voilà, donc du coup, j'ai été très fier. Lui, il était très content de me présenter à son épouse et à ses enfants. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais oui, en fait, nous, on a un vrai impact. Et là, c'est l'impact positif. Après, oui, j'ai eu des expériences un peu plus amères où j'ai changé, surtout dans le top management. C'est-à-dire que plus tu grandis dans l'organisation, plus c'est difficile, évidemment, parce que plus tu as de responsabilités, plus il y a d'attentes et plus c'est difficile. Bon. Où j'ai changé, oui, une personne qui n'a pas marché. Et pendant 1 an, ça a été terrible, en fait. Et je pense que ça a été un fit avec son boss. Et moi, je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, ça peut fitter. Ils avaient fait 1 entretien, 2 entretiens, c'est bien passé. Et au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas marcher. Et tu as une conscience professionnelle. Bon, et donc tu te dis, bon, je ne maîtrise pas tout. Évidemment, tu ne peux pas tout maîtriser, quoi. Mais je sais que cette personne, qui est DRH, a souffert pendant 1 an, jusqu'à ce qu'elle trouve un autre métier. Un autre travail, dans une autre boîte, avec une culture différente. D'accord ? Ok. Donc ça prouve bien que même avec la technologie que j'avais et toute la bonne volonté... après, c'est vrai que cette personne, elle avait vraiment une envie de changer de travail et peut-être qu'elle était prête à changer quel que soit le prix. Et c'est peut-être là où j'ai dû avoir peut-être une conscience professionnelle en me disant, attends. Oui, elle veut changer de boulot, mais est-ce que c'est vraiment le boulot qui va lui permettre de grandir, d'avoir une super expérience professionnelle? Et ça n'a pas été le cas. Donc nous, notre métier, quand même, c'est un peu des produits instables parce que c'est l'être humain. Et l'être humain fait qu'il prend des décisions que toi, tu peux pas non plus tout le temps, tu peux pas tout le temps contrôler et décider. Et c'est vrai que ça te marque parce que cette personne, après, tu la vois. Et tu sais qu'en fait, tu lui as donné une opportunité professionnelle qui n'a pas été bonne. Après, il te dit, oui, j'ai beaucoup appris, etc. Mais au fond de toi, tu te dis, donc comment j'aurais pu éviter ça, quoi. Donc ça, je pense que c'est des expériences qui te remettent en fait un peu dans le droit chemin en te disant, attends, ton job, ton travail, c'est sérieux. Tu peux changer la vie des gens dans les deux côtés. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, quel était-il? Bon, on m'a toujours donné beaucoup de conseils, ça c'est clair. Et après, je pense que les conseils qu'on te donne, c'est beaucoup par rapport, je pense, à tes valeurs, à ta vie, etc. Bon, moi, le premier qu'on m'a donné, c'était de prendre des risques. C'est-à-dire que dès que j'ai travaillé dans des boîtes, tous les patrons, bon, moi j'ai travaillé aussi beaucoup dans des boîtes avec des chefs d'entreprise, ils me disaient, dans la vie, il faut prendre des risques. Voilà, si tu le sens, il faut le faire. Voilà. Donc ça, c'était des conseils qui sont un peu bizarres, hein, parce que, bon, prendre des risques, etc. Mais c'est vrai que tous les risques que j'ai pris dans ma vie, ça marchait. Donc ça, c'était des bons conseils. C'est-à-dire que les gens qui te disent, non, mais il faut toujours faire attention, il faut être prudent, il faut calculer, etc. Bon, tu fais rien de ta vie, quoi. C'est-à-dire, tu fais one job in your life, quoi. Donc moi, c'était le premier conseil, c'était ça. Et après, le deuxième conseil, mais ça, c'était plutôt une question qu'on m'avait posée, c'était qu'est-ce qui te rend, on va dire, heureux dans ton travail? Et moi, ce que je disais, c'était la réussite de l'autre. Donc moi, mon bonheur, en fait, c'est quand je vois les autres réussir. Et ça m'a toujours... c'est un peu cet esprit Boy Scout que je disais au début. Que quand je vois les autres grandir, et justement dans son métier, on change la vie des gens tous les jours, et quand tu vois que tes candidats, ils ont des gros postes, ou du jour au lendemain, eh bien, ils étaient au Mexique, maintenant ils sont aux US ou en Égypte, tu es super fier de ça, quoi. Et donc, le conseil ou la recommandation, c'est trouver un peu ton bonheur, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est difficile. C'est qu'est-ce qui fait que tu es heureux dans ton travail. Donc moi, j'ai trouvé mon bonheur à travers les autres. Et donc, c'est vrai que c'est un peu mon moteur, mon driver, quoi. Et ça, c'était quelqu'un qui me l'avait dit. Et après, hors les conseils, moi, c'est surtout les personnes. D'avoir travaillé avec des gens brillants, ça te fait penser différemment. Ça te donne,
je pense, des expériences de vie. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Justement, on revient au côté humain, etc. Parce qu'on rencontre des gens tous les jours dans notre vie. Et c'est ces gens-là qui font que, dans leur style de vie, dans la manière dont ils ont géré leur vie personnelle, professionnelle, indirectement te donnent des conseils sans te le dire. Parce qu'après, de donner des conseils aux gens, c'est pas facile, hein. Putain, souvent les gens ils me le disent, hein, qu'est-ce que tu ferais à ma place? C'est pas facile, non? Ouais, non, c'est toujours délicat. Ouais. Mais, Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au Cédric d'il y a 20 ans qui arrive au Mexique? mec, ça s'est bien passé. Non, je dirais de croire en toi. Voilà. Moi, je pense que c'est vrai que quand tu es jeune, souvent, on te dit, moi, je sais qu'en France, quand j'ai dit: «Ouais, je veux entreprendre, je veux partir au Mexique», mes parents, ils ont halluciné. Ils m'ont dit: «Mais attends, tu as payé une école de commerce, tu as un super job à Madrid, qu'est-ce que tu viens nous embêter en disant que tu veux aller, partir au Mexique?» Et c'est vrai que, en France, quand tu veux monter des business, on ne te parle que du côté négatif des choses, en disant que c'est trop dur, que c'est trop difficile et qu'on va pas y arriver, et cetera. Et je pense ça qu'il faut qu'on change cette mentalité. Je pense qu'il faut qu'on se dise: «Bah, oui, c'est prendre un risque, monter une boîte». Après, il faut avoir les bonnes raisons, mais je pense qu'il faut qu'on pousse les gens et ça, c'est dans la culture américaine, par exemple. Ils sont toujours très positifs, ils vont toujours de l'avant, et cetera. Après, oui, tu peux te casser la gueule, et cetera. Mais en France, on n'accepte pas l'échec. Donc, on préfère dire à la personne: «Monte pas ta boîte et va travailler, faire tout 9 to 5 dans une grande boîte», parce qu'en France, on adore les grandes boîtes. Et je vais vous raconter justement une petite anecdote. Quand je bossais chez Keptos, donc je t'ai invité au mariage de mon meilleur ami. Donc, je vais au mariage de mon meilleur ami. Et donc, j'étais à une table avec plein de jeunes et les gars, ils disaient: «Mais tu bosses où?» «Chez Keptos». «C'est qui Keptos?» Mais personne ne sait qui est Keptos. Donc les gars, t'as l'impression que tu passes un peu pour un con, quoi. Et t'as pas Tu vois? la Alors bonne tous, étiquette. moi je suis chez Nestlé, moi je suis chez KPMG. Donc tout le monde était trop content parce qu'ils voilà, ils commençaient en bas de l'échelon dans une belle boîte, et cetera. Donc vive la reconnaissance. Et moi j'étais chez Keptos. Et moi, j'étais un peu le marginal de la table en disant: «Non mais moi, j'adore l'aventure, je suis allé au Mexique parce qu'il y a des trucs à faire. Et puis moi, de toute façon, je suis key account, je gère des gros comptes, donc je gérais, je sais pas moi, Capgemini, Renault, des grosses boîtes». Et c'est ça que te donne le Mexique, en fait. Le Mexique, comme il y a un manque de talent, tout de suite, quand tu es dans une boîte et que tu fais bien ton boulot, tout de suite, on te donne des responsabilités. Et donc, tu peux grandir plus vite. En France, c'est plus difficile pour grandir. Ça prend plus de temps. Il faut que ce que tu fais à 1 an au Mexique, parfois il te faut 2-3 ans, on va dire, en France. Et donc, quand j'étais rentré de mariage, j'ai dit: «Oh, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ne m'avaient pas valorisé». Et 2 ans après, j'ai un autre mariage et là, tu travailles chez qui? Chez Michael Page. Ah, tout le monde connaît Michael Page, évidemment. Et je me disais: «C'est con». Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas juger la personne en fonction de la boîte dans laquelle il bosse, mais il faut que tu la juges en fonction de qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Et je pense que justement, les nouvelles générations, maintenant, se désaffranchissent un petit peu de cet esprit de carrière, de travailler dans une grande entreprise, et cetera. C'est génial, moi, je pense, travailler dans une grande entreprise parce que ça te forme super bien. Tu peux faire des plans exceptionnels, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et que les gens qui bossent peut-être dans des PME ou qui montent leur boîte, mais aussi, ils ont d'autres qualités et ils méritent le respect. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est un petit peu un point important. Et heureusement que je me suis écouté il y a 20 ans en disant: «Ok, ouais, j'ai bossé chez Keptos et bon, chez Michael Page et aujourd'hui, j'ai monté mon projet». Mais en fait, j'ai construit un plan de carrière, pas par rapport au regard des autres, mais par rapport à moi. Et ça, c'est un bon conseil aussi à donner aux gens en disant: «Travaille pour toi et pas pour les autres, quoi». Et essaie de rompre justement, tu vois, cette vision française qui est très, voilà, très élitiste. Il faut faire les grandes écoles et les grandes entreprises, sinon tu es plus personne. Après, je pense qu'avec le temps, on mûrit, mais je te dirais ça, je pense que ça a été un bon changement. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui t'accompagne dans la vie? Moi, je disais souvent, en fait, c'était un associé qui me disait ça: «Il faut que tu vis tes rêves et pas rêver ta vie, quoi». Et c'est vrai, en fait. Il faut vivre ta vie comme elle est et tu prends ce qui est bon à prendre et puis tu avances. Et puis quand tu tombes, il faut te relever. Tu vois, quand je vais chez mes beaux-parents, ils ont un panneau qui dit on a tous le droit de tomber, mais on est tous obligés de se relever. Donc c'est un peu ça, en fait. Les gens, ils ont peur des échecs, en fait. Ils ont peur on dit fracassar. Mais non, justement, je pense que justement, tous ces échecs, toutes ces erreurs te font grandir et te font apprendre. Il ne faut pas avoir peur. Personne n'est parfait. Donc moi, je dirais, c'est un peu ça mes deux devises, quoi.
vraiment vivre tes rêves. Et donc, ce côté optimiste, moi je suis une personne super optimiste, peut-être trop optimiste. Et je pense que l'entrepreneur, de toute façon, il a cette qualité. Il doit être optimiste. Voilà. Et le côté, oui, que la vie c'est dur, hein. La vie, tu prends des coups et puis tu tombes, mais tu es obligé de te relever, quoi. Parce que la vie continue, quoi. Quel est ton indispensable? J'aime beaucoup passer mon temps à voir les photos. Alors, on parlait justement de la mémoire Ouais. tout à l'heure, et on vit tellement de choses qu'on oublie. Et moi, j'adore les photos. Donc, j'ai un stock de photos. Alors, Immortaliser l'instant. immortaliser l'instant. Quand j'avais quel âge? Je crois que j'avais 16 ans, en 17 ans. Mon grand-père maternel m'a offert un caméscope. Et je dis, oh merci. Il me dit, je t'offre des souvenirs. Parce que la mémoire, on va la perdre. Et aujourd'hui, j'ai des moments exceptionnels. J'ai les anniversaires de mes meilleurs amis, des mariages, des baptêmes, des matchs de rugby, des entraînements de rugby. J'ai des voyages. Et parfois, j'aime bien être dans mon petit coin avec mon HI8. Tu vois, c'est un vieux truc. Connecté à ton ordinateur et voir des fêtes, des apéros qu'on faisait à la maison, de te voir. Et ça, je trouve que c'est dingue. Et donc, du coup, ce que je fais maintenant, comme conseil, moi, chaque année, en fait, je regarde toutes les photos que j'ai prises pendant l'année. Alors, maintenant, on envoie des photos. Alors, moi, j'ai des photos depuis, alors je veux pas dire de bêtises, mais depuis que l'iPhone a existé, on va dire ça comme ça. Je crois que j'ai 30 000 photos. Et chaque année, en fait, je vois les photos. Et de voir les photos, ça te rappelle. Et donc, du coup, moi, j'écris chaque année un peu, je dis pas mes mémoires, mais j'écris qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. Donc, sur des thèmes, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé avec, je sais pas moi, mon épouse, mes filles, ma famille, moi, personnellement, mes apprentissages. Donc, je fais ça déjà depuis quelques années. Et donc, je colle les photos. Parce que quand tu vois la photo, tout de suite, ça te revient en mémoire. Donc, je te dirais que ce caméscope que m'a offert mon grand-père a changé un peu ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore... aujourd'hui, j'utilise plus le caméscope parce qu'avec le téléphone, bon... hein, mais on a plein de vidéos. Et c'est vrai de voir une vidéo, je sais pas moi, tes enfants. J'étais avec mon meilleur ami il y a une semaine et on rigolait. J'ai dit, mais t'imagines, j'ai la vidéo de tes 18 ans. Il était coupe en brosse avec le polo Eden Park, avec nos 3 copines, sa mère. Et on a trop rigolé sur les cadeaux qu'on lui avait achetés. Donc ça se voyait dans la vidéo. Et on a rigolé, on a passé un super moment. Et c'est ces moments-là, en fait, parce qu'aujourd'hui, on vit des moments. Voilà, parce que tu vois, le côté matériel, on s'en fout, quoi. Je veux dire, maintenant, il faut vivre des expériences. Et ce caméscope, cet appareil, fait ça, en fait. Immortalise, en fait, d'une certaine manière, comme autrefois les cartes de correspondance que les gens s'écrivaient, les gens ils gardaient leurs cartes. Maintenant, on s'écrit plus de cartes, on écrit que des WhatsApp et tout. Et je pense que la photo remplaçait la carte, mais je pense que la photo et la vidéo va continuer. Et le legacy que tu laisses, en fait, c'est les photos, non, de tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, etc. Et là, c'est pareil. Donc, je te dirais que c'est ce côté caméscope, appareil photo, qui me plaît beaucoup. Est-ce que tu as un conseil, et on va terminer sur ça, est-ce que tu as un conseil pour une personne qui va passer un entretien de recrutement? Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà qu'ils viennent préparer. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on se remarque aujourd'hui, les gens ils viennent un peu les mains dans les poches. Comment bien préparer un entretien de recrutement? Bon, déjà, il faut que tu aies un bon CV. Moi, je pense que le CV, c'est très important parce que ça communique qui tu es sans voir la personne. Et après, quand tu fais l'entretien, souvent l'entretien tourne autour du CV. 2, faire l'examen que j'ai dit là, l'Assess First, parce que ça va te permettre de mieux te connaître, donc de mieux te préparer, je pense. Et après, quand tu viens dans un entretien, moi, ce que je recommande, c'est construire une conversation. C'est-à-dire, il faut que tu viennes avec ta petite stratégie quand même, hein, en disant, de quoi on va parler, parce que parfois, l'entretien, il part comme maintenant, un peu à droite à gauche, donc essayer de revenir toujours sur l'essentiel. Moi, je dis que le candidat, il devrait avoir le pouvoir dans l'entretien, et pas celui qui fait l'entretien. Mais ça, c'est une technique, c'est assez complexe, mais c'est faisable. Parce qu'il faut que tu sois maître de ta vie, de toute façon. Donc, il faut essayer d'être un peu maître de cet entretien, savoir qu'est-ce que tu vas dire, pourquoi tu vas le dire, sans que ça ait l'impression d'être trop préparé, parce qu'il faut être un peu spontané. Mais je dis aux gens, être préparé, avoir un bon CV, faire un test, se connaître bien. Et quand tu y vas, tu as un objectif. Voilà. L'objectif, ça peut être déjà donner une bonne image de moi, me présenter, pouvoir communiquer ce que j'ai envie de faire. Parce que tous les entretiens sont différents. Un entretien qu'un chasseur de tête, c'est pas le même entretien que tu vas passer chez L'Oréal. Parce que L'Oréal, s'il t'invite, déjà, c'est qu'il a un job pour toi. Donc déjà, tu sais pourquoi tu fais l'entretien, donc tu dois te préparer par rapport à cette fiche de poste.
Tu dois faire de la recherche sur l'entreprise, faire une recherche de l'interlocuteur. Donc maintenant, on a LinkedIn, donc ça, c'est génial. Il faut vraiment arriver préparé. Parce que nous, en 2 secondes, on sait si le gars, il est préparé ou pas. Et si tu n'es pas préparé, tu n'as pas envie de l'inviter dans un process. Parce que justement, il va donner une mauvaise image de ta boîte. Nous, le pire, c'est qu'un client il t'appelle en disant « Mais le gars, quand j'ai demandé s'il savait quelque chose de ma boîte, il m'expliquait qu'il savait rien. Ou qu'il savait 2 trucs. » Donc nous, on leur envoie des mails en disant « Ça, c'est le lien de la plage. Ça, c'est le lien du mec que tu vas voir. Ça, c'est le job description. » Donc nous, on les prépare à se préparer. Mais je dirais ça, bien préparé. Et que tu aies une conviction. Voilà. Tu vois, un défaut parfois des Français, c'est quand ils viennent en entretien, on parle de la France, c'est qu'ils sont un peu ouverts à tout, quoi. Ils sont généralistes. Donc, mais qu'est-ce que tu veux faire? Bon, un peu de tout, ça on déteste. Il faut que tu dises, non, mais moi je veux faire de la vente, je veux faire de la finance, je travaille dans une boîte de ce style, dans tel secteur. On aime bien que les gens ils aient des idées définies. Après, c'est vague, hein, mais tu peux dire, je veux travailler, je sais pas moi, dans l'environnement, ok. Mais quand le gars dit, dans quel secteur tu veux travailler? Oh, je suis ouvert à tout. Tu peux pas être ouvert à tout, justement. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais. Venir préparer. Et donner du suivi aussi. Je pense que ça, c'est un bon conseil. Être un peu insistant. C'est-à-dire que le candidat, être proactif dans sa recherche et relancer, Ouais. relancer le chasseur de tête, relancer le recruteur, le RH, Ouais, il faut qu'il soit montrer sa insistant. motivation et Bien sûr. qu'on veut le C'est- job. C'est insupportable, mais c'est bien. Ça montre qu'il est persévérant, qu'il est motivé et qu'il veut le job. Non? Moi, c'est en parlant par exemple de Michael Page, quand j'avais eu l'entretien avec Christophe Rosset, il m'a dit, bon, dans quelle division tu veux travailler? Donc moi, j'ai dit, bon, ben, dans la banque, parce que c'est ceux qui sont les mieux payés, donc j'aurai des meilleures filles, donc je ferai une meilleure facturation. Mais il y avait un Français à cette époque, et du coup, il ne voulait pas avoir 2 Français dans la même division. Et donc du coup, j'ai quand même été assez insistant. J'ai dit, bon, je te rappelle quand? Vendredi. Vendredi, bam, je le rappelais. Non, appelle-moi mardi, on n'a toujours pas de réponse. Mardi, je l'appelais. Et j'ai vraiment été insistant. Et en fin de compte, ils m'ont mis dans la division de finance. Et je pense que cette persistance a fait qu'il s'est dit, bah attends, il est ultra motivé de vouloir travailler pour nous. Voilà. Il donne du suivi. Dans notre métier, c'est donner du suivi. Et donc, ça marchait. Et donc, moi, je donnerais ce conseil. Voilà, donner du suivi. Ouais. Et puis, si te disent non pour un job, c'est pas pour ça que tu vas pas travailler dans cette boîte aussi. Souvent, les gens, ils sont un peu comme ça. Mais donner du suivi. Moi, je dis que c'est important. Garder la relation avec les gens, les recruteurs, que Garder, ça fait voilà. partie du réseau finalement. Oui. Alors, ce qui se fait pas trop encore au Mexique et il se fait beaucoup en France, c'est qu'en France, vraiment, il y a des métiers, des personnes qui sont vraiment, on va dire, des professionnels qui t'accompagnent pour trouver du travail. Alors, souvent, c'est au niveau de C-level, c'est-à-dire vraiment des postes de vice-président, directeur, board member, etc. Donc, ils te prennent la main et ils te refont ton LinkedIn, ta lettre de motivation, ils te font ta stratégie de recherche et ils t'aident à trouver un travail. Nous, encore dans le recrutement, on est encore plus au service du client que du candidat. Mais ça va changer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le candidat a de plus en plus de pouvoir. Donc, il va falloir aussi que nous, on s'adapte sur la relation qu'on veut créer avec le candidat. Mais moi, j'ai travaillé avec une coach française qui m'a donné énormément de candidats que j'ai placés, dont un que vous allez voir. Et c'est vrai que ça lui permet d'avoir, de trouver vraiment ton dream job, quoi. Et pas le premier job parce que tu n'as pas de job. Alors souvent, c'est des gens qui n'ont pas de travail ou qui sont en fin de carrière ou qui savent qu'ils vont partir parce qu'il va y avoir une restructuration ou ils sont vraiment pas contents et ils vont partir. Et c'est investir, en fait. Ce que tu fais, tu investis dans ton plan de carrière et donc tu t'associes avec des experts. Et je pense que ça, c'est une grosse tendance en Europe parce que l'Europe est un pays qui vieillit, donc il y a de plus en plus de seniors qui sont sur le marché du travail. Donc moi, comme conseil, je leur donnerais attends pas à être senior, peut-être dès le début de ta carrière et des relations, on va dire, fortes avec des recruteurs, des chasseurs de tête pour t'accompagner dans la carrière. C'est pas obligatoirement te trouver un job, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent en me disant je viens de recevoir une offre, ils me proposent ça, est-ce que tu es d'accord? J'ai tel poste pour telle boîte, est-ce que tu as des infos sur cette boîte? Est-ce que tu as des infos sur cette personne qui va être mon boss? Donc, on a créé cette relation de confiance et moi, je leur donne l'info si je l'ai et j'essaye de justement les accompagner pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Merci Cédric, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.